This is Houston. Say again, please. J'aimerais comprendre là où ça commençait à merder chimiquement dans ma vie. Houston, we have a problem. Dans la mise en scène, dans l'écriture, dans les personnages, globalement, ça va pas. Enfin, moi, en plus, je me suis emmerdé. Donc c'est une sorte de film un peu sandwich où il y a plein de séquences qui sont pas du tout sur le même ton les unes les autres. Clairement, je pense que être patron du CAC 40, voilà, c'est un peu nul. Enfin, bon, il y a des avantages quand même. Il te dit que l'essence même du cinéma se cache sous le drap de Julia Roberts. Ce mec, il dit peut-être n'importe quoi, mais j'ai envie de le croire et j'ai envie de voir le cinéma comme il le voit. La réalisatrice de Saltburn, c'est un peu le Wario ou le Waluigi de Andrea Arnold. Alors, qui a un accent italien et qui est plombier dans ton truc? C'est la raison pour laquelle elle travaille avec des jeunes acteurs qui sont pas professionnels et également des animaux non dressés. Elle les met vraiment sur le même plan, c'est très étonnant. Voilà. Moi j'ai fait une licence de cinéma, Alban est docteur en cinéma, Valentin s'est tapé Deleuze. Pour moi en fait... Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est ce camp de Perchman? La perche est dans le cadre, La perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Aujourd'hui, grande première, La Perche enregistre en présence de public dans une des salles du cinéma L'Entrepôt, et pas n'importe laquelle, on est quand même dans la salle numéro 1. À l'instar des films qui ne sont rien sans spectateurs, au pluriel avec un point d'exclamation comme le titre du nouveau Arnaud Desplechin, La Perche existe grâce à vous, à ses auditeurs. Alors que vous ayez passé les 50 ans ou encore que vous n'ayez pas encore fêté vos 20 printemps, que vous soyez stagiaire ou bien PDG, sentez-vous les bienvenus parmi les perchés. Si vous êtes ici, c'est que vous éprouvez la même passion que nous pour le 7e art, une passion à la hauteur de celle qui dévore Nicole Kidman et Harris Dickinson, de 30 ans son cadet, dans Baby Girl, le thriller érotique d'Elina Raine. Cette émission spéciale sera suivie de la projection de Fish Tank d'Andrea Arnold, et en toute cohérence, nous consacrerons notre focus du jour à la cinéaste britannique. À 63 ans, elle continue d'écrire et de filmer les personnages adolescents comme personne, et le prouve à nouveau dans son dernier long métrage Bird, actuellement en salle. Enfin, Laurent signera une carte blanche sur le souper d'Edouard Molinaro à dessein de vous partager une autre passion dévorante, mais nettement moins érotique, quoique, celle qu'il nourrit envers ce qu'il appelle tendrement les films de vieux. Silence moteur, La Perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et donc, pour cette grande première en public, je suis entourée des perchés Laurent, Félix, Yuri, Manon, Alban, Imen, Rita, Valentin et Roman est dans le public pour nous filmer. Je préviens que l'émission sera un peu plus courte que d'habitude, 1 heure seulement, puisqu'elle est suivie d'une projection. On parlera donc de 3 films, vous l'aurez compris, Baby Girl, Spectateur et Bird, et le focus sera directement suivi de la carte blanche sans recommandation de La Perche cette semaine. Puisqu'il faut aller vite, on n'aura pas de news ni de courrier de La Perche, mais pas de panique, on revient au complet avec une émission fleuve la semaine prochaine. Je profite quand même qu'on soit dans cette salle pour remercier évidemment l'Entrepôt qui nous a permis d'organiser cet événement, mais aussi Sens Critique qui nous a recommandé dans les podcasts à suivre cette semaine. On en est très heureux, très fiers aussi, parce que grâce à vous qui nous écoutez, et vous êtes de plus en plus nombreux, voilà, on a dépassé, je crois, les 500 téléchargements hebdo. On est aussi de plus en plus suivis sur YouTube, où notre émission la plus suivie, voilà, avoisine les 400 visionnages. Donc on est hyper heureux parce que ça fait moins de 4 mois qu'on existe, et on continue de grandir grâce à vous. Donc n'hésitez pas à liker sur toutes les plateformes où vous nous suivez, à partager notre contenu, aussi à commenter. Enfin voilà, on est hyper content de pouvoir un peu faire vivre ce podcast. Mais très de bavardage, hein, Yuri, puisque avant de parler cinéma, on va parler chiffres. C'est l'heure du box-office. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 quoi? Yuri, alors un rapide petit point sur le box-office de la semaine. Eh bien, le Roi Lion Mufasa rugit toujours en tête du box-office. Voilà, il fallait la faire puisqu'il arrive premier. Alors là, quand même, moins 60% de fréquentation. Les enfants sont retournés à l'école. Les parents n'ont pas très envie d'aller voir Mufasa tout seul et on les comprend. Le film avoisine les 3,9 millions entrées. Donc il va passer les 4 millions d'entrées sans trop de problèmes. Mais l'autre gros animal qui rugit, qui nous intéresse peut-être un peu plus, c'est Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, qui, aux surprises, nous avait beaucoup plu dans La Perche. Réécoutez donc avec plaisir notre débat sur ce film qui fait 264 000 entrées dans sa deuxième semaine et arrive à 700 000 entrées. Et en troisième position, il y a le film d'Almodovar en anglais, La Chambre d'à côté, qui fait un très très joli score de 230 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation. C'est un très joli score, et notamment Almodovar est quand même toujours, on parlait de son attrait en tant que presque marque qui attire
attire quand même toujours les gens qui ont une curiosité. En tout cas, il est toujours aussi identifié auprès du public. Mais la plus grosse surprise de cette semaine, c'est le film Personne n'y comprend rien. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit au moment où on a parlé de Miguel Gomsch, non. C'est le film de Yannick Kergoat sur l'affaire Kadhafi qui fait 33 000 entrées. Alors, c'est peut-être pas beaucoup dit comme ça, mais il n'a été projeté que sur 52 salles et affiche quasiment la meilleure moyenne de spectateurs par copie cette semaine. 625 spectateurs par séance, par copie. Donc c'est quand même une très très belle performance pour ce tout petit film documentaire. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc, et pour un budget dérisoire de 700 000 €, en tout cas, voilà, on lui souhaite beaucoup de bonheur. On va peut-être vous en parler la semaine prochaine parce qu'en tout cas, le film a l'air très intéressant. Rita, tu veux ajouter quelque chose ? C'est un film qui est aussi produit par Mediapart et ils en ont fait énormément de pubs auprès de leurs abonnés. Et c'est le même co-réalisateur que celui du film de François Ruffin qu'on a vu avec Félix. Donc quelqu'un qui réalise beaucoup de documentaires sur ce genre de sujet. Voilà. Merci Rita. Et le premier film dont on parle cette semaine, c'est donc Baby Girl d'Halima Reine. On écoute la bande-annonce. Good girl, good girl. Being a CEO means being a collaborator. Baby Girl, Nicole Kidman incarne Romy, une femme à qui tout réussit puisqu'elle est PDG d'une grande entreprise, mariée, mère de famille. Mais cet équilibre durement acquis va vaciller lorsque sa route croise celle d'un jeune stagiaire, Samuel, alias Harris Dickinson. Malgré les 30 ans qui les séparent, tous deux vont entamer une liaison torride dans laquelle Romy va tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Manon, ça devient une marque, enfin je veux dire une trend absolue. Alors là, c'est pas vraiment une comédie romantique, c'est plus un thriller érotique, mais entre une femme beaucoup plus âgée qu'un homme. C'est ce que tu appelais, je crois, la tendance MILF. Les rom-com MILF, oui. J'avais tout un argumentaire là-dessus. Alors là, je pense qu'on peut pas tout à fait le qualifier de rom-com parce que c'est vraiment l'opposé de ça. C'est l'opposé. Ça se vend comme ça et ça n'en est pas une. Non, ça se vend comme un thriller érotique. C'est même pas tant érotique que ça, mais c'est pas pour ça que c'est raté. C'est pour d'autres raisons, oui. Oh. Non, moi je vais le défendre parce que je trouve que c'est un film qui est assez foutraque. C'est un film qui sait pas tout à fait, je crois, ce qu'il a envie de raconter. Mais je pense qu'il veut quand même nous raconter beaucoup plus que juste cette histoire de big boss du CAC 40 qui... ne jouit pas avec son mari et qui du coup va assouvir des fantasmes de domination avec un jeune stagiaire. Dans lesquels elle est dominée. Dans lequel elle est dominée, c'est ça en fait. C'est une dominante dans le travail et en fait elle a envie d'être dominée dans sa sexualité. Mais je pense oui, que le film, il a quelque chose d'assez pathos, c'est pas très fluide, mais je pense qu'en fait c'est ce que veut nous raconter en fait ce film, c'est que cette relation, en fait elle est jamais, en fait elle est ratée, ça décolle jamais vraiment et c'est assez bancal tout le temps. Leurs espèces de petits jeux, ça va tout le temps dérailler. Et moi c'est ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant dans ce propos-là et même la façon dont démarre quand même leur relation, c'est hyper cringe. Enfin, c'est-à-dire que elle le voit en train d'arrêter un chien complètement fou en lui donnant un biscuit. Elle lui dit mais comment t'as fait ? Il dit je lui ai donné un biscuit. Et elle dit mais t'as toujours des biscuits sur toi ? Et il dit oui. Est-ce que t'en veux un ? Enfin c'est hyper gênant comme dialogue. Mais en fait et il y a un parallèle entre du coup le chien et évidemment elle, Nicole complètement. Kidman. Enfin, voilà. Mais voilà, du coup tout ça est assez gênant, mais en fait je pense que c'est vraiment le cœur de ce que ça veut nous raconter. Et moi j'ai aimé la façon dont elle a twisté ce thriller érotique pour en faire un truc assez. En fait je pense qu'ils se mentent un peu à tous les deux. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai analysé. Ils se mentent à tous les deux. Ils ont peut-être pas forcément envie de ça. Et voilà, il y a une scène dans leur première scène de domination dans une chambre d'hôtel assez crasseuse où rien n'est fluide, où encore une fois, on est assez gêné de voir ça, et en même temps, les deux acteurs, j'ai l'impression qu'ils se rient d'eux-mêmes, qu'eux-mêmes sont gênés, et franchement, moi j'ai aimé ce film. Baby Girl, c'est le 3e long métrage de cette réalisatrice, déjà son 2e thriller érotique, puisqu'elle avait démarré sa carrière avec Instinct, liaison interdite. Je crois que tu l'as pas vu, Félix. En revanche, tu as vu son 2e film, Bodies, 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 qui était une comédie d'horreur, à la limite de la parodie. Est-ce qu'il y a des liens à tirer avec Baby Girl ? Pas du tout, et en fait j'ai réalisé ça après coup, Body 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 étant un horrible film. et c'est pas très bon. Je te rejoins un peu maintenant, je suis un peu entre... J'arrive pas vraiment à me faire un avis sur ce film parce que donc je l'ai vu là cet après-midi. Je pense qu'il faut le décanter parce que c'est un film qui est assez dense et qui veut discourir sur pas mal de trucs. Mais Laurent fait les grands yeux, on le voit pas. Très bien. Du coup, je vais essayer un peu de sauver le film parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont effectivement intéressantes. Déjà, je trouve que le film est assez malin parce que je m'attendais à ce qu'ils échangent effectivement donc les places
des thrillers érotiques des années 80-90 où généralement c'est un homme dominant qui va venir et de pouvoir qui va venir du coup séduire une stagiaire et garder potentiellement justement cette structure de domination. Et là ce qui est intéressant c'est qu'ils échangent les genres mais la domination reste justement masculine. Et ça du coup je trouve que c'est assez intéressant parce que le film passe son temps à nuancer constamment justement son propos, à ne pas forcément porter un regard assez négatif justement sur les actions de son personnage et en même temps sans forcément non plus les glorifier. On est vraiment sur un entre-deux et je trouve que d'avoir un film qui moralement vient justement un peu te titiller justement sur ces questions-là, te prend pas forcément par la main pour t'expliquer ce que tu dois penser et te laisse justement le temps à toi spectateur de vraiment vivre avec les personnages et essayer justement de te placer moralement par rapport à eux. J'ai trouvé ça assez chouette parce que on aurait pu très vite tomber justement dans une structure beaucoup plus classique, on va porter un regard soit positif soit négatif justement sur tout ce qui se passe et là en fait c'est très compliqué. Je trouve ça très intéressant aussi de prendre le côté très chaud des thrillers érotiques et de le placer dans le côté aseptisé en fait du monde voilà du CAC 40, enfin, c'est une espèce de PDG d'un simili Amazon en fait où tout est robotisé, tout est géométrique, tout est froid et ça je trouve qu'il y a un travail de l'espace, un travail esthétique qui évidemment rentre un peu en contradiction avec le propos quelque part du film et je trouve ça assez pertinent pour essayer de remoderniser quelque part justement ce genre qui est quand même très vieillot et justement avec des poncifs assez machiste et je trouve effectivement je te rejoins cette première scène de rencontre entre les deux est quand même assez incroyable parce que effectivement on n'arrive pas à savoir s'ils ont vraiment complètement envie de ce qui se passe, ils se cherchent et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance en fait dans la manière de filmer en fait notamment et de s'attarder sur le point de vue de Nicole Kidman. C'est vraiment un film qui est centré justement sur cette femme là et ça pareil je trouve ça assez moderne. Alors il y a plein de problèmes d'écriture mais je vais laisser mon collègue à côté. Je crois que Laurent a quelques arguments dans sa besace sur les problèmes du film. En fait, je vais d'abord commencer par les trucs que je trouve bien, parce que je pense qu'en fait, on est assez d'accord sur ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est-à-dire justement le fait qu'il arrive en fait à ne pas à justement pas trop prendre parti, à pas en rendre toxique cette relation, alors que ça aurait pu être un truc de dark romance hyper facile, où en fait l'histoire aurait été hyper badante et tout, alors qu'en fait là au contraire ils sont tous les deux assez bienveillants et ils ont tous les deux un rapport je trouve assez sain et assez naturel à cette histoire là et ça pour le coup c'est la bonne surprise du film. Moi je m'y attendais pas, je trouve que c'est assez malin et assez subtil. En dehors de ça en fait je trouve que l'histoire qu'elle essaye de raconter autour de ça est intéressante, mais tout ce qui est fait est raté. C'est-à-dire que en dehors des comédiens qui je trouve sont bons, parce que Nicole Kidman est une grande actrice. Harris Dickinson, on l'avait vu notamment dans Sans filtre, la Palme d'Or. Lui, il est quand même vraiment très bon. Alors moi, je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme, mais après ça se discute. Et en vrai, il joue très bien. Je veux dire, donc c'est pas tellement la question. Le problème, c'est que en fait, les personnages, je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que lui, en fait, je le trouve quand même pas très smart. Elle, je la trouve débile, c'est-à-dire que en fait ça m'a fait penser à ce que disait Françoise Giroud en disant que les hommes et les femmes seraient égaux le jour où on mettrait des femmes incompétentes à des postes de responsabilité. Là on a mis une femme complètement débile à un poste de responsabilité, donc c'est un film hyper moderne, avant-gardiste. Peut-être que c'est bien même, mais on parle quasiment pas de taf dans ce film. Non, on parle quasiment pas de taf, mais comme à quel point elle est stupide dans ses décisions, à quel point ce qu'elle fait est absurde. Moi en fait je ne comprends pas comment quelqu'un comme elle peut agir de cette manière-là. Donc parce que je trouve qu'en fait il a un rapport. T'es peut-être pas assez déviant dans ta vie, Laurent. Peut-être que je suis trop, mais non, mais elle est pas assez. En fait, je trouve que le film a un rapport et questionne la sexualité de manière vraiment neuneux. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une manière un peu bébête de voir le truc, et à la fois je trouve intéressant. Et pourtant, t'as été surpris. Surpris que ce soit pas quelque chose traité comme quelque chose de malsain. À la fois, je trouve intéressant en fait le point de vue du film en disant que on peut avoir des relations de domination qui sont parfaitement saines et dans lesquelles les protagonistes sont tout à fait contents d'être là et qui sont pas toxiques et qui font de mal à personne. Alors, c'est l'inverse de 50 Shades of Grey. Voilà, moi j'ai cru que ce serait une espèce de 50 Shades of Grey à l'envers, et en fait justement c'est l'inverse de ça, et de ce point de vue là c'est plutôt pas mal. Maintenant j'aurais aimé quand même que les points de vue philosophiques des personnages et que la manière dont ils pensent le truc soit pas présentés par des espèces de scènes de dialogue ultra explicatives, parce que en dehors de ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mise en scène, c'est quand même ça, le problème, vraiment faible dans la mise en scène, dans l'écriture, dans les personnages. Globalement ça va pas. Donc je suis désolé, en plus je me suis emmerdé, donc c'est long. Je pense que le dernier quart du film il est très chelou, il y a une espèce d'empilement de séquences très même courtes, le début en fait le début se répète de ouf. En fait moi je pense que ce que tu vois comme un défaut, c'est plutôt qu'ils sont tous les deux complètement débutants dans ce genre de relation, et du coup ils tâtonnent, et du coup ça les rend peut-être un peu bêtes sur certains trucs. C'est pas censé les rendre débiles, c'est-à-dire qu'ils sont quand même censés avoir un minimum de recul sur ce qu'ils font. En fait j'ai un peu de mal avec les personnages qui sont trop stupides pour avoir du recul sur eux-mêmes, quoi.
En tout cas, moi là, je trouve le twist assez moderne que j'ai aimé, c'est qu'en fait, là, le thriller ne repose pas sur est-ce qu'elle va se faire gauler ou quoi que ce soit. Ça repose sur est-ce qu'il va aller la dénoncer au RH parce que c'est la big boss qui se tape le stagiaire, quoi. Et c'est vraiment un sujet assez moderne et il n'y avait pas ce genre d'enjeu dans les thrillers érotiques des années 80, je pense. Et oui, la plus grande qualité du film, c'est pour le coup vraiment les comédiens. Harris Dickinson, il est dans ce jeu de stagiaire qui se veut faussement innocent, il est vraiment excellent. Et Nicole Kidman, elle fait quelque chose d'assez courageux parce que je trouve que la caméra ne l'épargne pas. Il y a un truc presque un peu The Substance dans la façon dont elle est filmée parfois. Franchement, elle n'est pas épargnée. Et puis, elle se joue aussi. Il y a toute une... Enfin, elle se joue d'elle-même. Il y a toute une séquence où on la voit se faire des injections, faire de la cryogénie. Elle a des bleus et tout. Et sa fille lui dit « Mais pourquoi tu t'infliges ça ? Tu ressembles à un poisson mort et tout. » De la part de Nicole Kidman, qui est quand même... elle-même, je pense, consciente de ses dérives avec la chirurgie esthétique. J'ai trouvé ça assez fort quand même. Elle a vraiment un twist de carrière, Nicole Kidman, hyper intéressant. C'est une excellente comédienne. C'est une excellente comédienne. Je veux dire qu'elle maintenant qu'elle assume en fait le physique qu'elle a aujourd'hui, ça lui ouvre des rôles assez intéressant. Elle est quand même, je pense qu'elle est quand même un petit peu travaillée et elle reste quand même vraiment, je veux dire, mais elle est moins qu'avant. C'est-à-dire qu'elle a réussi à trouver une espèce de middle ground. Oui, mais là c'est le propos tu dis ça parce que t'as pas vu Perfect Couple où globalement elle peut pas bouger un sourcil. Non, mais j'avais vu I Love Lucy, là, le truc de Sorkin où globalement c'était pareil. Ah oui, c'était une poupée. Non, mais alors je suis assez d'accord avec toi évidemment sur l'écriture des personnages que je trouve balourde. En fait, ce qui est dommage, c'est que il y a pas mal de séquences où on essaye un petit peu d'être psychologisant sur quelque part pourquoi, et notamment son personnage à elle, pourquoi elle aurait cette sexualité-là. Et je trouve, en remontant sur des trucs d'enfance et machin, que je trouve lourdin, et je trouve qu'on n'a pas du tout besoin de ça, et que j'achète complètement cette femme qui est dans ce milieu-là, et en fait, quelque part, qui vient chercher un peu justement ces rapports de domination parce que elle a une vie qui est quand même super compliquée et hyper glauque. Clairement, je pense qu'être patron du CAC 40, voilà, c'est un peu nul. Enfin bon, il y a des avantages quand même. Quand tu vois où elle vit, tu te dis qu'il y a des avantages quand même. mais ouais, et moi c'est là qu'en fait je trouve que le film pêche parce que il essaye justement de psychologiser un peu bêtement ces personnages, alors qu'il y a, je trouve, certaines séquences qui d'un coup mettent littéralement en scène justement cette gêne. Et moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est plus du malaise, ils n'arrivent pas à se positionner, que vraiment ils sont neuneux. Mais c'est vrai que comme on essaye de t'expliquer un espèce de passif, un peu tu te dis là, qu'est-ce que... Et effectivement, tu n'agis pas comme un être humain, tu agis comme un pur personnage de fiction. Et notamment, tu parlais de la fin. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aussi, je trouve que le film est assez, justement, déconvenu. Enfin, je savais pas trop où ça allait. Et je trouve que finalement, en fait, le film se veut un peu en miroir de Eyes Wide Shut. Sauf que Eyes Wide Shut, ce qui est génial, c'est que la fin, elle est super bizarre et justement... assez nuancée et très ouverte. Et très ouverte, et que là en fait on aboutit sur quelque chose de profondément banal et de très programmatique, et c'est un peu ça les limites du film. Mais alors si je vous écoute, je sais pas complètement où me situer. Est-ce que vous recommandez plutôt ce Baby Girl? Non. Toi, on a compris que non, mais Manon et Félix. Ouais, moi je recommande. Ouais, c'est un film qui est quand même intéressant. C'est intéressant. Et il y a pas grand chose au ciné en ce moment en plus, donc voilà. Bon, on vous recommande Baby Girl, et puis si vous êtes du point de vue de Laurent, vous pourrez nous écrire pour nous dire qu'on vous a fait une mauvaise recommandation. On va enchaîner avec Spectateur au pluriel et avec un point d'exclamation, le nouveau film d'Arnaud Desplechin. Spectateur. Toi, Delphine, tu es déjà allée au cinéma, hein? Oui, j'ai été avec toi, maman. Oui, et toi, pas encore? Non, mais j'ai regardé des films sur ta télé. Ouais, c'est vrai. Mais tu vas voir, le cinéma, c'est complètement différent. La tradition l'impose, quand le pitch surpasse tout ce que je pourrais écrire sur le film, je préfère vous le lire. Et celui de Spectateur, j'avoue, il dépasse un peu toutes mes espérances, déjà parce qu'il résonne avec notre émission spéciale enregistrée dans cette salle de cinéma. Je vous le lis. Qu'est-ce que c'est aller au cinéma ? Aller à la ligne. Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans? Aller à la ligne. Je voulais célébrer les salles de cinéma, leur magie. Aller à la ligne. Aussi, j'ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus comme roman d'apprentissage d'un spectateur. Nous avons mêlé souvenirs, fiction, enquête. Aller à la ligne, un torrent d'images qui nous emporte. Valentin Paul Dédalus, qui est cité donc par Arnaud Desplechin dans le pitch, c'est son double de fiction, c'est son personnage récurrent à travers son œuvre, et je crois que ce spectateur justement mêle un peu fiction, documentaire et essai, on peut dire essai cinématographique. Essai, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Autoportrait de l'auteur. Oui, c'est ça. En fait, je pense que là, le pitch d'Allociné, c'est lui qui l'a écrit. Ils auraient peut-être pas dû le reprendre tel quel, parce que c'est un peu bizarre, effectivement. Moi, je le trouve incroyable, ce pitch. Non, mais je le valide mot pour mot. C'est une sorte de film un peu sandwich, où il y a plein de séquences qui sont pas du tout sur le même ton les unes les autres. Des séquences d'archives qui rappellent un peu l'histoire du cinéma, et vraiment depuis le départ, c'est-à-dire vraiment depuis les Frères Lumière et un peu avant. Des séquences où
où il va un petit peu étudier des questions un peu théoriques du cinéma, de l'image, de ce qu'on ressent et de notamment pourquoi la réalité, enfin que devient la réalité au cinéma une fois projetée, enfin c'est un des grands questionnements du film. Et puis des séquences où effectivement on retrouve son avatar Paul Dédalus qui a été dans plusieurs de ses films, qui est une sorte de représentation de lui-même à travers les âges. Donc il y a plusieurs acteurs qui l'incarnent, d'enfants à quasi adulte. Il a déjà été incarné par plusieurs rôles, notamment dans 3 souvenirs de la jeunesse, par exemple. Par Quentin Demer, puis dans certains extraits par Mathieu Amalric qui joue adulte. Ouais. Donc non, mais en fait, il travaille pas beaucoup cette question de l'avatar, justement, de la représentation. C'est pas un truc qui est très saillant. Le film est vraiment bizarre parce que en fait, il y a énormément de moments qui sont très disparates les uns des autres. Je trouve que l'unité vient de la voix off et du fait qu'il raconte un truc, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un peu poussif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'intention, le film va nulle part, en fait, quelque part, à part le voir grandir dans sa cinéphilie. Et j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il a voulu faire, dans le sens où, à la fois, ça ressemble être un projet un peu personnel, où il parle de sa propre cinéphilie, de ses propres expériences de cinéma, avec des films qui, à l'évidence, l'ont marqué, de Die Hard à Crier chuchotement, donc vraiment, on en a pour tous les goûts, il y a plein de séquences, plein de moments très bien fichus, et en même temps, un hommage du cinéma, et c'est la déclaration d'amour au cinéma d'Arnaud Desplechin, et en fait, c'est un peu plat, c'est-à-dire que, en fait, dans le fond, je le trouve, en fait, un peu en surface et parfois bizarrement très théorique et donc très ardu. Donc en fait, du coup, on se posait un peu la question en off au début, mais à qui s'adresse ce film ? Je pense que parfois il est très exigeant d'un coup, momentanément, et je suis pas sûr qu'il transmette son amour du cinéma. Du coup, est-ce que c'est intéressant d'aller le voir ? La question se pose du coup de manière un peu sérieuse, quoi. Je me tourne vers notre docteur en cinéma. Est-ce qu'Arnaud Desplechin... J'ai pas la réponse, Elisabeth. Bon, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce spectateur au pluriel ? Mais moi, je suis un peu du même avis que Valentin. Simplement, les moments qui m'ont fait chier m'ont vraiment fait chier. Par contre, les moments qui m'ont ému m'ont vraiment énormément ému. C'est-à-dire que, en fait, le film a un peu la qualité de ses défauts. C'est-à-dire que quand il essaye d'être trop théorique, quand il essaye de donner son analyse théorique du cinéma, esthétique, c'est un peu pompeux et gonflant. Mais par ailleurs, lorsqu'il s'ouvre un petit peu, qu'il parle de sa cinéphilie, qui montre... Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à voir Arnaud Desplechin citer Die Hard ou Terminator ou Truffaut. Non, j'avoue que ça me rassure. Après, il a quand même, il a fait quelques films d'espionnage. Enfin, il s'est quand même approché d'une certaine manière de ce qu'on pourrait appeler du. Ouais, mais tu t'attends pas à ça. Le film s'ouvre en gros sur une explication de peinture par Dominique Paini. Oui. Enfin, tu te dis, ouais, ça va être l'enfer. Et en fait, le film avance et tu te rends compte que il a quand même un petit peu plus de choses à nous dire. Et il y a vraiment des moments, même des vrais moments de cinéma. Il y a une scène dans un café où il mélange justement les différents formats qu'il va utiliser. Donc, on a des adolescents qui parlent de cinéma, qui sont habités, c'est peut-être lui ou ses amis. Et en contre-champ, on va avoir une femme qui semble être filmée en documentaire, presque journalistique, qui va, elle, expliquer le texte que les étudiants sont en train de lire dans une forme de fiction. Et je trouve que simplement ce passage est vraiment passionnant parce qu'il arrive à faire du cinéma avec un sujet qui est pas évident. C'est apparemment un film de commande et donc le film arrive à me choper à des moments où je pensais pas du tout que c'était possible en fait. Et par ailleurs, il y a des déclarations d'amour au cinéma certes, mais avec des séquences qui sont intéressantes, notamment la séquence avec dans Coup de foudre à Notting Hill où il te dit que l'essence même du cinéma se cache sous le drap de Julia Roberts parce que Hugh Grant dévoile le drap et voit la poitrine que seul lui voit de Julia Roberts, et tu te dis ce mec il dit peut-être n'importe quoi mais j'ai envie de le croire et j'ai envie de voir le cinéma comme il le voit, tu vois. Ça, c'est plutôt effectivement agréable, engageant. Imen, est-ce que tu rejoins cet avis en demi-teinte sur ce spectateur ? Bien sûr que je l'ai rejoint, mais moi j'ai fait une licence de cinéma. J'étais moi-même à Sancier, comme il y a un passage dans le film. Alban est docteur en cinéma. Valentin s'est tapé Deleuze. Enfin, il y a un truc où je pense que pour pas moi, en fait. Ça regarde ta vie privée. Non, mais voilà, il faut rendre les honneurs. En fait, je pense que c'est là le problème, moi, du film, c'est que j'ai honnêtement apprécié ce que j'ai vu. Mais le problème, c'est que la démarche est vraiment de dire que le cinéma est l'art populaire et anti-bourgeois par excellence, c'est ce que lui va revendiquer. Il y a tout un passage dans le film qui justement met en avant le fait que le cinéma c'est fait pour les personnes qui sont marginalisées, c'est fait pour, je sais pas, il y a une référence à Rossellini avec une travailleuse du sexe, avec les Amérindiens, etc., où on sent qu'il a envie de mettre ça en avant, mais pour moi en fait le film n'en est pas pour autant accessible. On sent qu'il y a eu une envie quand même de le rendre accessible avec cette multiplicité justement des médiums entre fiction, documentaire. Des fois on voit qu'il allait interroger des personnes quasi prises sur le vif sur c'est quoi leur rapport d'être spectateur, et donc là ça brasse extrêmement large en termes d'échantillons de personnes, mais au-delà de ça il y a des moments où en fait moi je suis contente de voir Crier chuchotement et je suis contente de voir les petites marguerites, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste abrupt, et du coup pour moi la démarche est assez belle, mais il manque quand même je pense ce qu'il veut, à savoir rendre la chose chaleureuse et accessible, parce qu'en l'état pour moi ça l'est pas, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a des moments que j'ai trouvé
hyper beau. Et en fait, on est là toutes les semaines, on parle de cinéma, donc il y a quelque chose qui, voilà, ça nous intéresse. On est nous aussi spectateurs, et donc je trouve que c'est hyper beau de remonter à la jeunesse de sa vie. Mais dès que ça part dans Stanley Cavell et des explications hyper profondes, moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Quelqu'un qui voudrait découvrir une cinéphilie. Non, moi, tu vois, j'étais contente de refaire appel à Muybridge, à des choses comme ça, mais parce que j'ai déjà cette base-là. Je pense que quelqu'un qui se tape ça frontalement, pour moi, j'ai du mal à saisir l'intérêt en fait qu'on peut y voir. Et j'ai eu des échos de personnes autour de moi qui n'ont pas fait ces études-là, qui n'ont pas ce rapport-là au cinéma, qui n'ont pas cette cinéphilie assez pointue, qui se sont fait chier. Mais ce que je comprends complètement, en fait. Oui, alors effectivement, je suis d'accord avec toi, mais le film est peut-être un peu pointu par moments sur son aspect à lui de la cinéphilie, sur sa cinéphilie, mais il est jamais ni arrogant, ni excluant, ni prétentieux. Et ce qui m'a aussi étonné, parce qu'au début, vraiment, je me remets pas de cette première scène avec Dominique Paigny qui explique des toiles, et je me dis, ok, le film va être un enfer, et en fait, je trouve qu'il est plutôt généreux dans sa démarche, et il a vraiment ce goût de la transmission, et moi, c'est ce qui m'a plu dans le film. Par ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que Desplechin sait faire du cinéma, et dès qu'il fait de la fiction, dès qu'on voit le petit Paul Daedalus, dès qu'il est dans les cafés, on est presque frustré de pas continuer à voir cette histoire-là. Et donc du coup, j'ai envie que dans 2-3 ans, peut-être qu'on voit ce film-là en entier. Et par ailleurs, filmer Sédif Cissé, qu'on a pu voir à l'Abordage ou récemment dans le Beau Rôle, en tant que lui-même, dans son alter ego, je trouve ça juste génial. Il te décrit la scène d'ouverture des 400 coups. Ce mec a une présence folle au cinéma, et je trouve que c'est trop bien que ce personnage-là rentre dans l'univers de Desplechin, par exemple. Oui, non, moi je suis d'accord avec toi. J'ai retrouvé en partie ce que le Desplechin que j'aime, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ces derniers films c'était moins bien, et que depuis Les Fantômes d'Ismaël, c'est quand même à chaque fois moins bien que le précédent. Ismaël, c'était compliqué. Et puis même Roubaix Lumière, Frères et Sœurs, c'était compliqué. Enfin, vraiment, ça fait un moment qu'il n'avait pas fait un truc. J'ai regardé juste le pire. Non, et je trouve qu'effectivement, par moment, l'accumulation des personnages, des incarnations de Paul Dédalus, on a retrouvé, moi, ce qui m'avait plu dans le lyrisme et dans le découpage de Trois souvenirs de ma jeunesse, par exemple, ou dans Un conte de Noël, enfin bref, dans des films qui étaient beaucoup plus puissants cinématographiquement, et je trouve qu'il se trouve là, vraiment, je trouve que c'est bien quand on peut sentir la gourmandise qu'il a eu à filmer ça, en fait, à filmer des séquences. Typiquement, à la fin, bon, c'est pas très drôle, mais il a une sorte enfin, il conclut quasiment le film sur une très longue séquence à propos de Shoah de Claude Lanzmann, pour montrer à quel point c'est un film qui l'a marqué. Il part en Israël interroger une critique qui à l'époque avait écrit un papier qui l'avait beaucoup éclairci sur ce qu'il avait ressenti. Enfin, on sent qu'il se tape un peu un délire et que ça a coûté un peu cher cette séquence. Il reste 20 minutes dessus, c'est hyper théorique, mais il y a un élan à ce moment-là justement assez lyrique, assez personnel, qui fait que là pour le coup ça devient un peu accessible. Et j'ai regretté, je pense que cette séquence soit pas à l'échelle de tout le film, parce que parfois je le trouve plus théorique, je le trouve plus éloigné et moins accessible, quoi. Oui, complètement. Enfin, la partie sur Claude Lanzmann, c'est aussi un des meilleurs segments du film, aussi parce qu'il parle d'un film, en tout cas d'un film fleuve que tout le monde pense connaître, et en fait il donne pas une analyse comme il pourrait faire sur Marais, sur Muybridge ou sur Les Lumières. Il donne son propre ressenti en fait par rapport à Shoah, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui attrape le spectateur. Et je pense que c'est par ce biais-là que le film m'a plu, justement parce qu'il est là où on s'attend pas. Oui, complètement. En fait, pour moi, à partir du moment où il est dans l'ordre de l'intime, du ressenti, extrêmement personnel, même sa voix, en fait, elle est touchante parce qu'on sent la passion du mec face à ce qu'il regarde. Là, je trouve que c'est beau, mais pour moi, il y a un truc qui fonctionne pas et qui fait que moi, je peux pas le recommander, honnêtement. Enfin, tu peux le recommander qu'à des spectateurs avertis. À des spectateurs avertis qui ont pas peur de son... Enfin, je sais pas, il y a un truc où, pour moi, ça se tente, honnêtement, ça se tente, mais il y a quand même un gros risque de pas rentrer, en fait. Bon, on va parler d'un film maintenant qui est beaucoup plus... Qui peut parler pour le coup à un assez grand nombre, et ensuite on va faire un focus sur André Arnold et on vous projettera Fish Tank. On va écouter la bande-annonce de Bird, son nouveau film qui est en salle actuellement. Hey, baby! Let's go home. Come on. I've got a surprise for you at home. Let's go. Let's go. Dad, why are you in such a good mood? On nous raconte l'histoire de Bailey, qui est une adolescente de 12 ans qui grandit dans un squat au nord du Kent en Angleterre avec son très jeune père, Bug, son grand frère, la nouvelle fiancée de son père et la fille de celle-ci. On découvrira par la suite une mère, donc la mère de cette adolescente qui habite plus avec elle, 3 jeunes demi-frères et sœurs, ainsi qu'un beau-père. Bref, c'est une famille éclatée qui laisse la jeune Bailey souvent livrée à elle-même. Et au début du film, elle fait la rencontre de Bird, un homme hors du commun, qui donne son titre au film, Imen.
Tout à fait. Donc c'est son dernier film qui était à Cannes, que moi personnellement j'ai trouvé assez brillant parce que justement j'ai eu la sensation de revenir au cinéma qui fait que moi j'ai aimé cette réalisatrice, et c'est donc Fichteng que vous allez voir ce soir, donc vous êtes très chanceux. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de points communs. Il y a énormément de similarités. Déjà il y a aussi un décor en fait qui est similaire, puisque entre deux il y a American Honey, donc elle est aux États-Unis. Là on revient quand même dans cette espèce d'Angleterre un peu périphérique. Avec... Il y a eu un documentaire sur une vache aussi. Tout à fait, on en parlera après. Où là, du coup, elle revient un peu à des racines qui, moi, sont en fait là où ça me touche, tout en ajoutant en fait une pointe d'onirisme qu'il n'y avait pas du tout dans ses autres films. Et je pense qu'on pourra en reparler, voire de fantastique à un moment. Moi, c'est un film qui m'a bouleversée, notamment pour ses prestations de comédiens. En fait, il y a quelque chose, et au-delà des comédiens, c'est vraiment juste les personnages. C'est qu'on peut parler des acteurs vu que c'est eux qui les interprètent, mais pour moi, la grande force du cinéma d'André Arnold, et particulièrement de ce film, c'est qu'on capte sur le vif des âmes humaines en fait qui nous touchent et avec lesquelles, moi je l'ai vu à Cannes, avec lesquelles j'ai l'impression de vivre encore. Et elle a une manière en fait de filmer les corps, de venir avec la caméra, s'approcher, capter le mouvement, capter l'énergie, que je trouve absolument sublime et exceptionnelle, et qui moi m'a énormément bouleversée. Et alors effectivement, donc c'est une jeune comédienne qui interprète Bailey, mais le rôle de Bird, c'est Franz Rogowski, un acteur allemand que je sais que tu aimes particulièrement, Manon. Oui, moi je trouve que c'est vraiment la plus-value poétique du film. Enfin, elle a vraiment abattu sa meilleure carte en le recrutant lui, je trouve, pour incarner toute cette poésie et cet onirisme. Enfin, moi, il me bouleverse, et à Cannes, j'ai tellement pleuré que j'osais pas sortir de la salle tellement j'étais effondrée. Il faut peut-être expliquer donc aux gens qui n'auraient pas vu le film qu'effectivement c'est un personnage qu'elle rencontre. Alors il s'appelle Bird, il est en jupe, il est très souvent en haut, perché sur les toits d'immeubles, un peu entouré d'animaux. En plus c'est un comédien qui est aussi un danseur, donc quelque chose dans ses mouvements de corps où il est effectivement très proche de l'oiseau, parfois l'oiseau blessé. C'est un personnage très étonnant quand même. Ouais, et je crois que c'est en fait elle fonctionne comme ça souvent, André Arnold, avec des images qu'elle a assez frappantes. Je crois que Fichteng, elle expliquait qu'elle avait une image d'une adolescente qui faisait pipi sur un tapis, et c'est de là qu'elle a construit le film. Et Bird, elle dit qu'elle a eu cette espèce de rêve où elle a eu ce mec perché en haut d'un toit tout nu, et c'est comme ça qu'elle a construit son film. Et effectivement il y a quelque chose de, ça fait un peu penser, moi ça m'a fait penser un peu aux ailes du désir, ce mec qui est toujours perché comme ça, et ça rajoute quelque chose d'assez étonnant. Et je pense que tout le monde peut avoir des interprétations assez différentes de qui est ce fameux Bird. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, je sais pas. Est-ce qu'il existe comme tel, ou est-ce qu'elle le fantasme en partie? J'ai trouvé que ça c'était très beau, et la scène finale avec lui du film, moi vraiment elle m'a vraiment émue très fort. Rita, je crois que ça t'a un peu moins convaincu, toi, ce Bird, mais c'était peut-être ta première approche aussi d'André Arnold. Non, j'avais vu Léo de Le Hurlevent, son adaptation de Brontë, qui m'avait laissé un peu en dehors, et là je dois dire que c'est aussi un peu le cas malheureusement. J'ai quand même été très émue aussi, pareil, sur les scènes de la fin du film, avec le personnage de Bird. En fait, déjà j'aimerais juste parler de Nikia Adams, qui est l'actrice qui joue le rôle principal, et c'était son premier film, et on y reviendra, mais André Arnold travaille beaucoup avec des premières actrices. Dans Fichteng, c'est le cas aussi, elle était non professionnelle, ouais. Et cette fille interprète le passage de la puberté. D'ailleurs, c'est vraiment un film qui se passe la semaine où elle a ses règles pour la première fois. Il y a un truc de rapport au corps que je trouve très intéressant dans le film, de comment est-ce qu'on filme la puberté de manière très frontale, dans ce qu'elle peut toucher au corps, est-ce qu'elle peut toucher à la psyché, le fait de réaliser qu'on aura ça une fois par mois toute la vie, et que le fait que ça peut fuck up le cerveau de manière assez définitive. J'aime beaucoup l'idée que cette petite, elle filme, en fait, dès qu'elle est face à une situation qui l'effraie. C'est une fille qui a 12 ans et qui veut vraiment montrer au monde qu'elle a peur de personne et de rien, mais quand elle a vraiment peur, parce qu'on voit évidemment que ça reste une petite fille de 12 ans, quand elle a peur, elle filme, parce qu'elle dit si tu fais quelque chose, je vais l'envoyer à mon père. Et je trouve ça génial, parce qu'effectivement il y a ce réflexe aujourd'hui de mettre un téléphone entre soi et le monde quand on n'est pas très sûr de ce qui va nous arriver, de dire quoi que tu fasses, c'est filmé. Et je trouve ça hyper intéressant, même le rapport que ça peut avoir au film et au cinéma d'André Arnold. J'adore les gueules de Franz Rogowski et de Barry Keoghan, qui du coup joue le père. Très jeune père. Son très jeune père, je pense qu'il a dû l'avoir à 13 ans, mais alors moi j'ai T'as fait les calculs? Bah dis donc, partage. Non, mais je pense qu'il l'a plutôt eu. En fait, elle a 12 ans et lui en fait il a 30 ans. Donc en réalité voilà, ça fait 18. Il est majeur, c'est bien déjà. Et Barry Keoghan, il a refusé Gladiator 2 pour faire ce film. Exactement. Ça, je trouve ça Bravo à lui. assez admirable. Et j'aimerais juste. Il aurait eu le rôle de Paul Mescal.
I guess. Ouais. Je veux pas voir cette version, tant mieux s'il a fait Bird. Je vois beaucoup de choses qui se rapprochent du film Le règne animal. Si vous avez aimé Le règne animal, il y a de grandes chances que vous aimiez ce film aussi. Justement, je pense que ça peut, au contraire. Tu peux avoir aimé des choses dans Le règne animal. Non, mais je suis restée en dehors des deux en fait, donc c'est pour ça. En fait, je vois les qualités des deux, mais je suis restée en dehors des deux. Et pour finir, j'aimerais juste revenir sur une blague assez exceptionnelle parce que le film a quand même des moments d'humour. À un moment, il y a le personnage donc de Barry Keoghan dit que la chanson Murder on the Dance Floor est nulle. On rappelle que dans Saltburn, il danse sur cette et en fait, Emerald Fennell, la réalisatrice de Saltburn, c'est un peu le Wario ou le Waluigi de Andrea Arnold, qui serait Mario ou Luigi du coup, parce que, dans le sens où ce sont deux réalisatrices. Alors, qui a un accent italien et qui est plombier dans ton truc? Alors juste, tu sais, tu continues ma métaphore filée très bien parce que Andrea Arnold filme ce qu'elle connaît donc de Kent et de ces milieux-là parce qu'elle a vraiment grandi dans ça, et donc ce serait elle qui a le vrai accent italien, tandis que ou qui serait la plombière, ou alors la personne qui fait l'accent du coup ce serait Emerald Fennell. Je me suis mise là toute seule parce qu'Emerald Fennell vient d'une énorme famille bourgeoise. Elle serait plutôt du côté du personnage de Jacob Elordi dans Saltburn en fait. Donc j'ai trouvé cette blague très drôle. Je pense que c'est fait exprès parce qu'ils ont tourné le film. Oui. Je me suis demandé. Ils ont tourné le film en juin 2002. Je vais chercher. En juin 2023. Saltburn est sorti en décembre, donc c'est sûr que Keoghan savait déjà. Je trouve ça légendaire. Bravo à eux pour ça. Rien que pour ça, vous voyez le film en fait. Et alors effectivement, juste pour préciser un peu pour Le règne animal, le point commun, c'est que dans Le règne animal, il y a aussi un personnage qui devient un oiseau, et donc il y a un peu quand même le personnage est assez similaire. Valentin, est-ce que ça t'a plu, toi, Bird? Bah oui, en fait, plutôt. Même plutôt beaucoup. Je pense que j'avais vu de Andrea Arnold que American Honey, que j'avais trouvé, en fait, intéressant, mais trop long. C'est-à-dire que j'avais vu des vraies qualités, mais aussi des vrais défauts. Et là, ça se reproduit un petit peu dans le sens où je trouve qu'il y a un ventre mou dans le film et qu'il aurait gagné à faire peut-être un quart d'heure, 20 minutes de moins. Néanmoins, je suis assez séduit d'une part par les vraies qualités naturalistes d'Andrea Arnold. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas qu'on y croit en fait à ce milieu, c'est qu'il existe, il est réel. Et ça, c'est quand même une vraie prouesse parce que nombre de films se cassent les dents et on le sait suffisamment en France sur juste la représentation juste des choses, et là on y est, il n'y a aucune question et à aucun moment on se pose la question de savoir si c'est réel. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a des personnages qui sont plus réussis que d'autres, et j'ai beaucoup aimé le père, j'ai beaucoup aimé l'héroïne principale. Je trouve qu'il y a des personnages secondaires qui sont un peu en retrait, notamment la mère et le beau-père, qui sont un peu, je trouve, plus fonctionnels. Mais là où je trouve que c'est particulièrement intéressant et que je suis un peu plus séduit qu'American Honey à l'époque, qui m'avait laissé un peu plus froid, c'est que justement cette immersion du fantastique, je la trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire que tout le long du film, on comprend rapidement qu'il va y avoir une sorte de réalisme un peu magique, un peu à la sud-américaine. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui émergent petit à petit, et je trouve ça très beau dans un milieu qui est aussi profondément réaliste, aussi profondément dur, aussi profondément en prise avec le réel, de réussir à instiller des touches de fantastique qui jusqu'à lui faire prendre une place très importante. Et donc du coup, bah oui, chacun aura son interprétation de ce personnage et du coup de tous les aspects fantastiques du film. Je trouve qu'il y a un parallèle entre ça et la violence, et donc du coup je trouve ça très beau de se dire que cette gamine a inventé, ou en tout cas fait émerger des choses pour se protéger d'une violence qui était de fait inéluctable. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je trouve que justement la représentation de la violence et le côté plus programmatique du film, je l'ai trouvé très beau parce que justement il y a de la dramaturgie, ça ajoute de la pulsation au scénario qui aurait pu être plus plat sinon, et donc du coup je trouve que le film dans le fond est assez très bien tenu et assez original quoi. Donc recommande. Alors qu'effectivement Félix, toi, c'est plutôt l'incursion du fantastique qui t'a déplu dans Bird. Oui, je le trouve pas très bien géré parce que j'ai l'impression que du coup, déjà le fantastique est utilisé que pour métaphoriser quelque chose, et j'aime pas ça. Je trouve que du coup, il devient que illustratif et je trouve ça un petit peu dommage. Et surtout, j'ai l'impression que ça efface vachement le personnage de Bird, qui est déjà un personnage fantastique en soi. C'est-à-dire que c'est une silhouette qui observe l'humanité avec un soleil crépusculaire derrière, au-dessus des toits. Je trouve qu'il y a déjà quelque chose de magique. Justement, je parlais de réalisme magique, et on n'a pas besoin de cette bascule dans le tout fantastique. En plus, elle l'assume pas complètement parce que évidemment à la fin elle te rappelle quand même que tout est dans la tête de la gamine. Moi j'avoue que ça m'a un petit peu gêné. Surtout de manière générale, j'avoue que je suis un peu plus tiède que vous là-dessus, même si je trouve que le film a quand même des qualités, hein. Je crache pas dessus, mais... Manon trouve que c'était le plus beau film de Cannes cette année. Oui. Je ne suis pas d'accord. Je préfère Les graines du figuier sauvage. Bref, je trouve qu'il y a deux films en un, en fait. Et je trouve qu'il y a une errance adolescente que je trouve hyper chouette parce qu'il y a un travail justement des textures, de l'environnement, et puis je trouve qu'il y a une forme de poésie, en fait. Cette gamine est absolument extraordinaire. Franz, j'ai oublié son nom de famille. Voilà, et pareil, et assez fascinant. Je trouve que ça marche très très bien. Et en fait, à côté de ça, elle veut faire son petit film de réalisme social à la Ken Loach, où justement il y a des familles violentes, etc. Et je trouve qu'en fait, c'est très louable. Malheureusement, elle n'a pas le temps factuellement de le faire correctement parce que justement, elle est quand même aussi occupée à filmer l'errance de son héroïne. Et du coup, je trouve que, en fait, je ne crois absolument pas à toutes ces situations. C'est-à-dire que le beau-père violent, je le trouve, comme tu l'as dit, extrêmement programmatique.
et même si je vois ce que tu veux dire sur une forme de programmatisme dans la violence. En fait, malheureusement, j'ai besoin de croire à ce personnage, j'ai besoin de croire que cet humain potentiellement peut exister, parce que sinon, je ne vois qu'un artifice de scénario pour m'expliquer quelque chose sur le personnage. Et il y a pas mal de moments comme ça où, voilà, moi j'ai été un petit peu gêné. Et dernier point surtout qui m'a, moi, profondément agacé, c'est que je trouve que la mise en scène est hyper stéréotypée. C'est-à-dire que c'est la mise en scène que t'attends d'un film qui parle d'adolescence. On va filmer ça en format 4/3, va y avoir un petit grain, côté un peu vintage, justement, à l'étalonnage. Ça va être de la caméra épaule qui va bouger, j'avais l'impression d'être sur un manège, j'avais la gerbe tellement ça bougeait parce que j'étais au 2e rang en plus, donc bref, et je trouve qu'en fait de vouloir illustrer l'adolescence qui est une période de transition où les personnages sont empreints de liberté, en même temps il y a de la rage et machin, avec ce procédé qui je trouve est encore une fois extrêmement balourd et très utilisé, je trouve pas ça très inspiré, et du coup voilà, il y a un truc qui m'a manqué. Par contre, le truc que j'ai trouvé super cool en revanche en termes de mise en scène et en termes de montage, c'est que je trouve qu'elle réussit à cartographier vachement bien l'environnement alors qu'elle est focalisée sur des détails et sur des visages. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort parce que généralement, le problème de ce procédé, c'est que tu vas vachement tomber dans l'abstraction. Et là, j'étais jamais perdu et je trouve qu'elle filme malgré elle, enfin en tout cas... malgré elle ? Non, pas malgré elle, mais elle filme l'environnement alors qu'elle est focalisée sur ses personnages. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Moi, je voulais juste dire que le parallèle avec Ken Loach je suis pas d'accord en fait du tout. Je pense que vraiment là où Ken Loach a un côté très surplombant et où il désigne justement, il y a un truc très macro où il parle de la société, il parle de ce qu'elle fait aux gens individuellement. Là vraiment, il y a jamais la caméra s'élève jamais, c'est-à-dire qu'elle est à la hauteur de ses personnages. Il y a une forme de grande sincérité et en fait même pas de sincérité, c'est-à-dire d'homogénéité. Vous allez revenir sur le parcours d'Andrea Arnold, c'est qu'elle filme les gens qu'elle connaît et qu'elle comprend. Là où Ken Loach, je le soupçonne quand même souvent de vouloir faire un peu des cours de sociaux. Hein, là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que je pense que même en termes de procédé de mise en scène, tu disais, il y a beaucoup de recours aux objets et c'est très prégnant dans le découpage. En fait, il n'y a pas ça chez Ken Loach. Donc je trouve que juste, je voudrais pas inciter les gens à penser que c'est un Ken Loach bis parce que c'est vraiment pas ça. Non, mais je trouve qu'il y a quand même une partie du film qui tend vers ça. D'ailleurs, c'est une de ses influences. Et voilà, moi, c'est pas du tout sa seule influence, et je voulais juste dire, Félix, effectivement, que si tu voulais voir vraiment la relation entre une adolescente et son beau-père, en tout cas un homme de passage dans la vie de sa mère, c'est Fish Tank. Mais on va écouter notre petite jingle du Focus quand même. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. J'aime tellement ce jingle. Surtout aussi fort comme ça. Aussi fort quand il résonne, c'est magnifique. D'habitude, il est juste surtout pour parler hyper sérieux après. C'est vraiment genre de parler d'André Arnaud. On est vraiment là pour parler de cinéma d'auteur et c'est genre la tour du splendide qu'il introduit. Moi, je trouve ça c'est beau. C'est ça le cinéma. On est là pour ce genre de rencontre. On vient de parler donc de Bird, qui est le dernier film d'André Arnold. Imen, André Arnold, donc c'est son 6e film, son 5e film de fiction, puisqu'il y a eu Chaos entre-temps, qui était un documentaire sur une vache. Qui est Andrea Arnold ? Andrea Arnold, c'est une réalisatrice britannique qui ses parents en fait l'ont eu, sa mère avait 16 ans, son père avait 17 ans et c'est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Rapidement les parents se sont quittés et donc elle a dû un peu être à la tête aussi de cette famille avec une mère qui était un peu dépassée par les événements. Rapidement elle est venue au cinéma, mais alors pas du tout en tant que réalisatrice mais plutôt en tant que danseuse sur des talk shows de la BBC, et ensuite elle a joué un peu dans des séries aussi anglaises, et ensuite elle s'est dit finalement c'est un peu plus l'image qui m'intéresse que d'être devant la caméra, et donc elle a fait la NFTS, qui est une école de réalisation à Londres, et elle a commencé un peu comme tout le monde par des courts-métrages. Donc elle a fait Milk, elle a fait Dog, et ensuite elle a fait Wasp, et pour Wasp en fait elle a eu un Oscar du meilleur court-métrage, et donc c'est ça qui l'a un peu propulsée et qui lui a permis ensuite de réaliser des films. Son premier long c'était Red Road, qui a eu le prix du jury à Cannes, et elle n'a pas eu un seul prix du jury, elle en a eu 3, puisqu'elle a eu aussi un prix du jury pour Fish Tank que vous allez voir ce soir, et également pour American Honey. Moi j'aimerais bien jusqu'où revenir un peu sur Wasp, puisque pour moi en fait tout y est, tout ce qui fait un peu le cinéma d'André Arnold. Donc déjà il y a l'énorme empreinte en fait qui vient puiser aussi dans sa vie, dans son intime, puisque c'est vraiment le portrait d'une mère qui est dépassée avec ses 4 enfants, mais qui a envie un peu d'émancipation et quand même de pouvoir continuer à plaire et à faire un date finalement. Et c'est vrai que les personnages de parents, c'est très souvent des personnages de parents très jeunes, totalement dépassés, exactement, à la tête de grandes familles parfois recomposées.
C'est exactement ça. En fait, elle a vraiment puisé et c'est ça que je trouve assez fascinant. Et pareil, donc au-delà aussi de ce schéma en fait familial, il y a aussi les décors de son enfance. Elle dit elle-même qu'en fait son enfance, elle l'a passée à errer dans des bords d'autoroute et l'autoroute, c'est quelque chose qui est prégnant dans l'entièreté de ses films et dans des espèces de zones industrielles un peu désertes ou dans des bords un peu de lacs artificiels. Vous verrez, il y en a plein dans Fish Tank. Donc c'est quelque chose qui est très présent et qui, moi personnellement, me touche. Et pour revenir un peu sur ce qui a été dit vis-à-vis de Bird, moi, ce que je trouve intéressant dans le cinéma d'André Arnold, c'est le côté justement social, mais qui est pas du tout un aspect social. Je sais pas que j'identifierais aux frères Dardenne, où du coup c'est pas le sujet en fait, et c'est ce que tu disais aussi, Félix. Je pense c'est que la grande force de son cinéma et qui est liée au fait que c'est son milieu et donc qu'elle sait en fait ce qu'elle raconte et que c'est inhérent à son histoire à elle, c'est que c'est plutôt un point d'ancrage global, mais c'est pas du tout les thématiques. C'est qu'en fait ça pourrait être un peu n'importe quel milieu. Et ce qui vient nous intéresser, c'est les personnes, la chair, c'est l'être, mais il y a toujours ce contexte-là qui en fait aussi sa force et qui vient un peu surélever quand même le propos. Et alors effectivement, donc on l'a dit, c'est un cinéma quelque part, on pourrait dire un peu de l'entre-deux, donc l'entre-deux zone. Donc là, c'est cette banlieue dans laquelle beaucoup de salons de trage se passent. C'est aussi un cinéma un peu de l'entre-deux âges. Enfin, on est souvent dans des films sur l'adolescence, le passage à l'âge adulte. C'est quelqu'un qui filme beaucoup la jeunesse, Manon. Et je sais que ce qui pourrait surprendre, c'est qu'aujourd'hui, elle a quand même 63 ans et c'est quelqu'un qui filme l'adolescence même d'aujourd'hui avec une acuité quand même très particulière. Ouais, elle le répète souvent en interview. Elle dit qu'elle a une affection pour les espaces liminaux. Donc c'est cet entre-deux dont tu parlais. Ça te parle, Félix, les espaces liminaux? Entre rêve, réalité, c'est beaucoup ça dans Bird. Elle mélange aussi les acteurs pro et les acteurs non pro. C'est beaucoup la ville, mais il y a beaucoup d'incursions de la nature dans ces décors urbains. Et des animaux. On parlait des oiseaux dans Bird, mais il y a un cheval dans Fish Tank, la vache de Cao évidemment, et le rapport à l'animal. Et comme tu le disais, donc elle aime cette tranche d'âge entre l'enfance et l'âge adulte. Et moi, ce qui m'intéresse au-delà de son regard social, c'est vraiment l'énergie et la vitalité avec laquelle elle filme toutes ces adolescentes à 65 ans. On a l'impression je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Fish Tank et Bird dans la mise en scène, où on a vraiment l'impression qu'elle court après son adolescente, son héroïne, tout le long du film. Et je pense que cette vitalité lui vient de son passé, parce que ce que tu n'as pas précisé, je crois, dans sa biographie, c'est qu'elle est aussi passée par une émission de télé pour enfants, et elle dit qu'elle a vraiment détesté l'aspect très cadré, storyboardé et précis. Elle trouvait que ça donnait des objets morts, et du coup c'est pour ça que maintenant elle dit chercher la vie dans ses films, et c'est la raison pour laquelle elle travaille avec des jeunes acteurs qui sont pas professionnels et également des animaux non dressés. Elle les met vraiment sur le même plan, c'est très étonnant, mais voilà. C'est sa justification. Et c'est vrai que toutes ces héroïnes, elles ont, en plus, je trouve c'est comme si elles s'anticipaient les unes les autres. On retrouve quand même pas mal de choses entre l'héroïne de Fish Tank, celle d'Anna. Et ça pourrait être des sœurs ou des cousines, il y a quand même vraiment beaucoup de points communs. Ouais. Et elles sont toutes quand même assez exceptionnelles, et tout ça c'est grâce à un travail de casting. Elle travaille quasiment qu'en casting sauvage avec la même directrice de casting depuis le début de sa carrière quasiment. À chaque fois elle crée un livre d'images qui représente en fait l'univers du film, pour voir quelles actrices et quels acteurs pourraient vraiment y avoir sa place visuellement, quoi. Et après elle voyage beaucoup dans les pays, et elle change de méthode aussi en fonction des pays. Par exemple le casting d'American Honey, c'est assez intéressant. Elles n'ont pas cherché à New York, elles n'ont pas cherché à Los Angeles, elles ont cherché dans le Midwest, et elle disait que les jeunes aux États-Unis traînent moins dans les rues que par exemple en Angleterre. Ils se déplacent aussi beaucoup en voiture, et du coup elle n'a pas pu faire du casting sauvage dans les rues, et du coup elle a été à Panama City Beach pendant un spring break pour côtoyer toute cette jeunesse. Elle dit qu'elle a passé beaucoup de temps en fait à ramasser des gamins bourrés, parce qu'en fait c'est une pseudo-grand-mère qui est là au milieu du spring break, c'est très très bizarre. Et qu'elle donnait rendez-vous dans des parkings de Walmart pour faire passer des auditions, et c'est comme ça qu'elle a trouvé Sacha Lane. Et pour Fish Tank, c'est complètement différent. Pour le coup, là, c'est sa directrice de casting qui l'a trouvée en train de s'engueuler dans une gare. Elle s'engueulait avec son copain qui était de l'autre côté des rails. Et voilà, c'est son côté grande gueule qui l'a séduit. D'ailleurs, elle pète un nez quasiment dans la première scène. Oui, c'est tout à fait logique qu'elle ait été recrutée comme ça. L'héroïne de Bird, elles ont fait beaucoup d'écoles, et à chaque fois, elles demandaient à trouver l'élève le moins sage, pour essayer d'avoir l'enfant peut-être que les adultes essaient un peu de cacher. Et vraiment, cette méthode de casting sauvage, alors il y en a beaucoup qui font des castings sauvages, mais voilà, je pense qu'elle a vraiment, au fur et à mesure des films, beaucoup perfectionné sa méthode, et ça donne quand même à chaque fois, il y a un parfait, je trouve, équilibre entre les acteurs pros et les acteurs non pros dans ces films.
Notamment sur les acteurs pro et non pro, j'ai lu qu'elle laissait tout le temps une grande liberté, et ça rejoint ce que tu disais sur l'émission où elle a pas aimé les carcans un peu fermés. Elle explique qu'en fait elle laisse toujours ses acteurs et ses actrices notamment en disant tente, et puis c'est pas grave, elle donne pas des directions très spécifiques, ce que je trouve à la fois intéressant et à la fois en fait tout ce que tu racontes de la directrice casting et du casting sauvage. En fait moi je suis toujours un peu gênée de ça parce que il y a un côté un peu exploitatif quand même, parce qu'elle va chercher toujours des filles qui incarnent ce qu'elle... elle cherche pas des actrices, elle cherche des personnes de la vraie vie. Elle cherche des natures, en fait. Mais surtout, et qui ressemblent à ce qu'elle veut montrer au cinéma. Et moi, j'avoue que ça me gêne, en fait. Tu vois, rien que l'idée d'avoir récupéré une meuf qui se battait avec son mec en lui disant parce que t'es une grande gueule, ou alors de faire les sorties d'école, ce qui par ailleurs, heureusement que c'est des meufs, quoi. Mais enfin, en disant je veux une adolescente... Tu veux dire heureusement que elle, c'est une meuf. Oui. Je veux dire, elle est sa directrice de casting. Ah oui. Non, mais il y a un truc un peu... je trouve bizarre dans cette démarche-là, mais en fait, ça, je pourrais l'appliquer à n'importe qui. Oui, le casting sauvage, c'est pas que elle. Hein. Non, mais ça, totalement. Mais en fait, vu les personnages qu'elle lui font ensuite incarner, c'est pas français ce que j'ai dit, il y a un truc que je trouve encore plus exploitatif. Et je sais que personne ne s'en est jamais plaint et quoi que ce soit, mais en fait, vu qu'ensuite, elle l'a fait interpréter un truc qui relève aussi du viscéral de être une fille pauvre dans cette Angleterre-là, je sais pas, en fait, du coup, il y a une partie de moi qui me dit qu'est-ce que je regarde ? Est-ce que je regarde vraiment une interprétation ou est-ce que t'es dans le documentaire ? Voilà, et du coup, ça me gêne, notamment sur Bird. Moi je suis totalement d'accord avec le fait qu'il y a une scène de violence conjugale dedans qui m'a vraiment gênée dans la manière dont elle est filmée. Alors elle est 100% réaliste et très bien, mais en fait moi du coup j'étais en train de me demander est-ce que c'est pas une personne qui aurait potentiellement vécu ça, et j'aime pas me poser ce genre de questions quand je vois un film de ce genre sur ce genre de sujet, on va dire, et c'est très difficile en fait parce qu'on sait qu'elle parle de quelque chose qu'elle a vécu. Et on sait aussi que les gens qui jouent ont potentiellement aussi vécu ce genre de choses. Et donc il y a un truc en tant que spectatrice où je me sens mal à l'aise je trouve ça presque voyeuriste en fait. Et en même temps, on est les premiers à se plaindre assez régulièrement de voir une actrice hollywoodienne interpréter une white trash, quoi. Sa classe. J'avoue que je l'ai pas spécialement entendu parler de ça, mais je l'ai entendu parler justement de son processus de création. Et après, j'entends complètement ce que tu dis. J'avoue que moi, c'est pas des questions que je me pose parce que au contraire, je trouve qu'il y a un truc où elle redonne tellement de l'humanité en fait à des gens à qui on a retiré en fait ce semblant d'humanité, de splendeur, de beauté, de grandeur, où je trouve qu'il y a quelque chose au contraire où il y a une sorte d'hommage, et pour moi elle vient pas puiser ou appuyer où ça fait mal. Et après le casting sauvage, c'est une question mais sans fin. Certains j'allais dire Romain Duris doit sa carrière au casting sauvage. Non mais bien sûr, en fait pour moi le casting sauvage c'est pas tant le problème. Le problème c'est qu'est-ce que t'en fais derrière. C'est ce que j'allais dire en fait la suite de la phrase, c'était qu'ils ont disparu ces gens, on les a pas vus après, les actrices qu'elle a. Sacha Hines, elle a été dans la version américaine d'Utopia, elle a une carrière aujourd'hui. Alors effectivement l'actrice de Fish Tank moins, mais en même temps elle a et après c'est aussi des choix de vie, c'est qu'il y a des gens qui sont en mode c'est un one shot, je joue dans un film, c'était peut-être marrant, on est allé à Cannes, on a eu un prix du jury, mais c'est pas non plus la vocation. C'est vrai que le casting sauvage c'est dur, mais pour moi si tu le fais bien et qu'il y a un suivi derrière et que c'est pas juste on te puise son énergie, on te puise ta précarité et après c'est poubelle, là en effet c'est problématique, mais j'ai pas l'impression, en tout cas de ce que j'ai lu, après je l'ai pas entendu spécifiquement là-dessus, que ça soit vraiment le cas chez André Arnold. Mais j'allais dire en plus, de toute façon quand on fait tourner des adolescents c'est toujours une question majeure, mais en fait quand on fait des tournées des adolescents il y en a pas 15 000 qui sont professionnels, et effectivement pour les acteurs adultes, là on verra Michael Fassbender dans Fish Tank, pour le coup c'est des comédiens plus reconnus, même si c'était le début de la carrière de Michael Fassbender, enfin il a 30 ans passés, il a un début de carrière à la télé, mais après c'est vrai que c'est une vraie question. Alors dans des cinéastes, alors j'allais dire avec qui elle pourrait avoir des points d'ancrage mais qui sont beaucoup plus problématique. Moi, c'est vrai que je rapproche le cinéma d'André Arnold de celui de Larry Clark, qui pour le coup est infiniment plus problématique dans la manière dont il aborde les adolescents. Il y a eu des suicides et des harcèlements sexuels très très élevés. André Arnold, j'ai l'impression, a quand même une approche beaucoup plus humaine de ses personnages et moins parce que justement, elle sait de quoi on parle. En fait, je pense que c'est pas la même chose quand c'est un bourgeois qui va prendre un mec à Marseille et qui va le foutre dans son film et après le chier à la poubelle. Bien sûr, je pense que là, c'est pas la même chose quand il y a un point de vue et qu'il y a aussi un empirisme en fait de ce qu'on présente. Mais ce que j'allais dire sur le casting, en fait, à chaque fois j'avais un point positif qui arrivait après. mais en gros, dans Les Hauts du Hurlevent, qui est une adaptation donc des Brontë, il faut sachez que dans le livre de base, le Brontë décrit le personnage principal de Heathcliff comme étant une personne, alors c'est approximatif dans la traduction, mais globalement basanée, qui est bully et même frappé parce que il est harcelé en fait parce qu'il est pas blanc et parce qu'il est pauvre. Et dans les adaptations au cinéma anglaises, il est tout le temps blanc mais juste pauvre. Interprété par Ralph Fiennes dans une des versions. Je crois, effectivement. Emerald Fennell va en faire une. Pardon. Que je revenais sur Emerald Fennell, c'était la méchante de l'émission aujourd'hui. Wario revient dans pas longtemps. Voilà. Mais donc dans cette version-là, elle a vraiment casté un acteur pour le coup qui est noir anglais,
anglais. C'est le seul point d'intérêt que j'ai trouvé au film, malheureusement, mais c'est le problème plus du livre de base que j'aime pas. Mais là, j'étais encore plus en dehors par cette adaptation. En revanche, qui vient d'annoncer qu'elle allait faire Wuthering Heights? Emerald Fennell, qui va jouer Heathcliff cette fois-ci, Jacob Elordi. Moi, je crois qu'encore une fois, ça montre à quel point est-ce que c'est Wario et Mario. Je trouve que ça se tient très bien, cette histoire. Mais je trouve que son adaptation de Jane Austen, moi aussi, ça me passe complètement au-dessus. Parce que de base, avec Kaya Scoladerio dans le rôle principal. Ouais, ça m'intéresse pas, mais je trouve que par rapport aux autres adaptations de Jane Austen au cinéma, il y a quand même quelque chose, encore une fois, d'assez... je sais pas, il y a un peu de vitalité, il y a quelque chose, quoi. Il y a un peu de vie. C'est pas papier glacé comme d'autres adaptations. Non, elle a quand même réussi à y mettre c'est violent, sa patte quand même. Oui, complètement. C'est intéressant. En fait, moi, je trouve, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Andrea Arnold, pour moi, c'est quelqu'un qui théoriquement, je trouve ça fascinant son travail. J'adore écouter les gens parler de son travail, j'adore écouter elle parler de son travail. Mais quand je regarde, en tant que spectatrice, je reste en dehors. Et on en parlait tout à l'heure en off que c'était quelqu'un dont la carrière ressemble un peu à Kelly Reichardt, cinéma indépendant, qui ont fait des films toutes les deux sur des vaches en 2021. Chaos et First Chaos. Voilà. Et les animaux toutes les deux, elles ont. Qui adorent les animaux toutes les deux, qui ont toutes les deux filment une certaine idée de la jeunesse, des marges. Kelly Reichardt plutôt côté américain, mais Kelly Reichardt, bizarrement, je rentre dans son cinéma, donc je pense que c'est vraiment une question de sensibilité pour le coup, mais elle est tellement intéressante, Andrea Arnold, ça c'est sûr. Et on vient de dire Jane Austen alors que c'était. Oui, c'est Brontë. Je voulais pas corriger parce que voilà. Du coup, peut-être les personnes ici qui aiment vraiment le cinéma d'Andrea Arnold, quel est le film? Mais non, quel est le film peut-être au-delà de Fish Tank, mais que vous recommanderiez de sa filmographie? Bah moi je crois que c'est Red Road en fait qui est son tout premier, que j'ai découvert avant-hier et qui pour le coup n'a rien à voir, enfin moins à voir avec toute cette veine là. C'est pas un personnage d'adolescente, c'est vraiment un thriller fait presque que à base de caméras de surveillance. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Imen, toi c'est une de tes réalisatrices préférées? Complètement, moi j'avoue que c'est Fish Tank mon film préféré, mais bon du coup je vais citer American Honey qui est le premier film d'Andrea Arnold que j'ai vu en sachant pas du tout où je mettais les pieds et qui était une énorme claque de cinéma que je trouve assez brillant. Valentin, peut-être on avait vu d'autres que Bird ou pas du tout? Ah non, moi j'ai juste vu. T'as découvert Bird. Les Bird, t'as aimé? Moi je m'en fous. Rita, est-ce que je te pose la question? Par contre, il s'est tapé Deleuze. Non, j'allais te demander si toi aussi il y avait un film que t'avais, mais du coup t'as pas spécialement aimé les. Andrea Arnold, non, pas trop malheureusement. Et bah c'est bien, on a tous les points de vue autour de la table. Et bah oui, non mais Félix, je pose pas la question, il a vu que Bird. On écoute le jingle de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. J'allais dire Laurent et on me fait signe qu'il faut que tu t'essayes là. Oui. Laurent, pour la carte blanche de ce soir, tu as décidé de nous parler du souper d'Edouard Molinaro. Bon, tu vas nous expliquer pourquoi. Mais tu vas nous expliquer tout ça dans ta carte blanche, ton amour pour ce que tu appelles le cinéma de vieux. Je vais parler plutôt du souper. Les films de vieux, j'aime bien parce que moi-même, je suis vieux. Je pense qu'on peut l'expliquer comme ça, tout simplement. Donc, Le souper, c'est un film historique d'Édouard Molinaro qui est sorti en 1992. Il met en scène Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, qui est prince de Talleyrand, qui est un grand aristocrate d'Ancien Régime, qui est devenu une figure de la Révolution, puis ministre des Affaires étrangères sous l'Empire avant de servir sous la Restauration, et qui est incarné par Claude Rich, et Joseph Fouché, qui est un révolutionnaire terroriste, c'est-à-dire qui a activement participé à la Révolution, notamment à Lyon et à Nantes, avant de devenir l'inamovible ministre de la police de Napoléon, et qui est interprété par Claude Brasseur, qui sont des personnages qui ont vraiment existé. Ça se passe le 6 juillet 1815, alors que les troupes coalisées contre Napoléon occupent Paris après leur victoire à Waterloo, et que la ville est au bord de l'émeute. Talleyrand, qui est alors président du conseil du roi Louis XVIII, et Fouché, qui est président du gouvernement provisoire, vont souper tous les deux chez Talleyrand pour discuter du futur régime à donner à la France après le départ de Napoléon. C'est infiniment plus complexe comme pitch que ce que j'aurais imaginé. C'est-à-dire, il faut expliquer un peu les personnages. Je pense que c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Je pense au moins une 50aine. D'ailleurs, je l'ai revu. Et ça explique beaucoup de choses, je crois. Ça explique des trucs sur moi. D'ailleurs, je l'ai revu cette semaine. Et je suis toujours impressionné par sa capacité à faire beaucoup avec très peu de choses. C'est un huis clos. C'est presque un dialogue. C'est pas complètement un dialogue parce qu'il y a d'autres rôles. Il y a d'autres personnages. Il y a notamment Tiki Olgado qui joue un rôle dans le film qu'on ne présente pas. Il y a aussi Michel Piccoli qui lit Chateaubriand en voix off à la fin du film. Et pourtant, je trouve que le film arrive à construire une narration vraiment solide avec des personnages très complexes et à parler à la fois de la période historique tout en donnant une réflexion plus générale et assez sombre en réalité, assez hardcore de la politique.
Il s'inscrit en fait ce film s'inscrit dans une grande vague des films historiques français des années 90 qui se multiplient vraiment à cette époque, je dirais probablement à cause du bicentenaire de la Révolution en 1989 et tout le tintouin qu'il y a eu à l'époque. On peut citer notamment Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau en 90, il y a Tous les matins du monde d'Alain Cornon en 91, Ridicule de Patrice Lecomte en 1994 et aussi Beaumarchais l'insolent qui est le dernier film pour le cinéma d'Édouard Molinaro qu'il fait en 1996, Le Souper étant son avant-dernier film. Et en fait, à cette époque, il y a vraiment une espèce de renouveau du cinéma historique, dont Le Souper fait partie un peu du début de la vague, même si en réalité, il fait pas un score au box-office exceptionnel, il tourne autour de 350 000 entrées, ce qui est pas terrible, mais bon, pour un huis clos qui a pas dû coûter grand-chose, ça me semble pas si mal. Pourtant, je trouve que c'est un des meilleurs représentants de cette vague, et même si c'est pas forcément le plus connu, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est pour, je trouve, les grandes qualités de Jean-Claude Bréville, à la fois comme dramaturge et comme dialoguiste. Jean-Claude Bréville, c'est le scénariste du film, mais c'est surtout l'auteur de la pièce dont le film est adapté, parce que Le Souper est d'abord une pièce de théâtre qui a été créée au théâtre du Montparnasse en 1989, et c'est d'ailleurs le premier grand succès de Jean-Claude Bréville, qui a déjà presque 70 ans à l'époque, qui recevra de nombreux prix pour la pièce, au point qu'elle va rester à l'affiche en fait plusieurs années avec les mêmes acteurs que pour le film. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison principale de la qualité du film. Claude Rich et Claude Brasseur connaissent le rôle tellement sur le bout des doigts avant le tournage parce qu'ils l'ont joué au théâtre pendant des années. Et en fait, ils font pour moi la performance de leur vie. Claude Rich aura même le César du meilleur acteur pour le film en 1993, son seul César avant son César d'honneur. Et même s'il joue des dialogues parfois un peu trop écrits, parfois un peu emphatiques, qui sont quand même pensés pour le théâtre, je trouve qu'ils arrivent vraiment à les transformer pour le cinéma, précisément parce qu'ils maîtrisent aussi bien les personnages et leur histoire. On ajoute à ça Édouard Molinaro, donc c'est l'avant-dernier film pour le cinéma, qui a déjà une carrière exceptionnelle à l'époque, on peut le présenter pendant des plombes, et qui n'a plus rien à prouver à personne, et qui du coup n'a pas peur d'avoir une réalisation un petit peu plus en retrait pour laisser sa place aux comédiens, tout en réussissant quand même à proposer un film qui est visuellement plutôt dynamique, surtout pour une adaptation de pièces de ce film, enfin de pièces de théâtre de ce type, pardon. En plus, il y a la musique de Vladimir Cosmas, qui ne gâche rien. La seule bizarrerie, c'est qu'il est produit par un mec qui s'appelle Yves Rousset-Rouard, dont c'est d'ailleurs le dernier film en production, qui est l'oncle de Christian Clavier, qui a commencé sa carrière en produisant la série des Emmanuel, puis en s'associant dans le théâtre du Splendide de son neveu, et en produisant Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, entre autres, et en terminant par Le Souper. Improbable, mais c'est comme ça. Joli film, hein. En fait, moi j'engage vraiment tout le monde à regarder ce film déjà parce qu'il y a des dialogues vraiment d'anthologie, les performances des acteurs sont vraiment exceptionnelles. Réussir à avoir incarné des personnages historiques aussi fascinants, c'est déjà pas simple. Et je trouve que c'est une très bonne représentation de ce type de cinéma historique français des années 90 qui, à mon grand regret, on ne voit plus trop, voire plus du tout aujourd'hui. Et j'en profite pour dire que j'ai grandi devant Oscar, un autre film de Molinaro que j'ai dû voir 50 fois moi aussi, avec Funès et aussi Claude Rich. Et moi, tu dis Claude Brasseur et tu dis Vladimir Cosma. Moi, je pense à La Boum, donc je vais voir le film pour ça. Rien pour ça. Tu vas être choqué parce que c'est vraiment très différent. Ça n'a vraiment rien à voir. Merci Laurent, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous laisse avec Fish Tank d'Andrea Arnold. Oui, on met le générique et ensuite je pitcherai le film pour les gens qui sont encore avec nous. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, vous dans la salle et regardez du coup, et vous qui nous avez écoutés en podcast. Bonne soirée.